Bonjour, bienvenue à tous. Déjà, merci d'être si nombreux à ce webinaire de clôture du mois du conteneur animé par Selensa en partenariat avec Microsoft. On est très heureux d'avoir autant de monde. Pour ceux qui nous ont suivis pendant tout ce mois, vous avez dû parcourir les articles que nous avons publiés, à savoir des articles sur la Kubernetes, la conteneurisation, sur les applications cloud natives et tout un tas d'autres thématiques nous vous ont permis d'explorer Kubernetes selon différentes facettes, selon votre appétence. L'objectif de ce webinaire n'est pas de replonger dans ces sujets, c'est justement prendre un peu de hauteur et de voir comment nous, on va pouvoir se préparer à l'adoption de Kubernetes. Parce que mine de rien, c'est pas un simple projet, c'est un chantier un petit peu plus compliqué que prévu. Et pour ça, j'ai choisi d'être accompagné de deux comparses. Voilà. Donc, je vais commencer par me présenter. Je suis Benoît Sautière, je suis Senior Technical Officer chez Selensa. Donc, pas mal d'années d'expérience maintenant. Je suis né dans l'ère pré-cloud et de cette ère pré-cloud, j'ai gardé certains principes que j'applique aujourd'hui dans le cloud pour mes clients depuis maintenant 6 ans, à savoir une bonne gestion du réseau et de la sécurité, c'est des fondamentaux pour commencer dans le cloud. Et je vais ensuite dériver sur les sujets gouvernance parce que c'est des sujets qui ont très tôt intéressé nos clients. Les aspects FinOps, ce qu'on appelle la frugalité financière, qui aussi, moi, m'ont beaucoup intéressé. Et depuis 2 ans maintenant, je travaille beaucoup sur les aspects Kubernetes, simplement parce que beaucoup de nos clients nous ont approchés sur ces sujets, que ce soit sur les aspects infrastructure, écosystème ou application. Et c'est aussi pour ça que nous partageons ce retour d'expérience aujourd'hui avec vous. Et pour le faire, je suis accompagné de deux comparses. Je vais laisser Stanislas se présenter. Bonjour, Stanislas Castana. Donc, je suis architecte solution cloud dans la division qui aide les partenaires Microsoft à faire de l'Azure, entre autres notamment. Et donc, j'assiste techniquement les partenaires sur ces sujets-là. Pas tout Azure, parce que c'est un peu large, mais on va dire des parties comme Kubernetes notamment. Et Louis-Guillaume aussi nous accompagne pour ce webinaire. Et bonjour à tous, donc moi c'est Louis-Guillaume, LG, pour les nombreux que je vois dans la liste et qui me connaissent déjà. Et donc moi, comme Stanislas, je suis solution architecte. Par contre, moi j'ai un profil développeur, je suis plutôt côté apps, et moi je suis plutôt dédié aux grands comptes. Et donc, un peu comme Stanislas, ma vie ces dernières années, c'est à peu près 8 jours par semaine de Kubernetes. Voilà, donc aujourd'hui, on va partager une retour d'expérience avec vous. C'est le but et on ne sera pas trop de 3 pour aborder tous les sujets qu'on a à voir. L'ordre du jour est quand même conséquent. On va commencer par un rapide rappel. Pourquoi Kubernetes intéresse tout le monde finalement? Il y a forcément une raison quelque part. On va essayer de creuser ça et voir un petit peu comment Kubernetes se positionne et ce que les gens en pensent, à vos préoccupations à vous, mais aussi vous regardez un petit peu les aspects autour du marketing. Qu'est-ce qui fait, pourquoi on en parle beaucoup aujourd'hui? Il y a forcément une raison. Et on va essayer de remettre ça dans son contexte. Et on va s'apercevoir que finalement, on est dans la norme des choses. Il n'y a pas à s'inquiéter. Ce qui nous amènera à un sujet un peu plus technique. Alors, ce sera le seul slide technique de la présentation. C'est volontaire. Si la technique vous intéresse, on vous invite à revoir les articles et à aller lire le livre blanc qui a été publié hier. Comprendre Kubernetes dans Azure, c'est Azure Kubernetes Services. On va un peu plonger dedans, mais on va surtout en sortir des grands chantiers et essayer de comprendre comment nous, on va s'organiser. Parce que sinon, on va vite comprendre que vu la multiplicité des chantiers, on ne peut pas tous les adresser en même temps. Et c'est la démarche qu'on vous propose, d'adopter progressivement Kubernetes pour vous amener à avoir une infrastructure qui soit de plus en plus mature pour héberger vos applications. Et ça nous amènera à la fin avec une session de questions-réponses et des conclusions. Le sujet étant vaste, même très vaste, commençons tout de suite. Stanislas, qu'est-ce qui nous intéresse en Kubernetes finalement? Oh, il y a plein de choses qui nous intéressent. Si on regarde les grands mots qui ressortent toujours quand on dit c'est pourquoi on fait du Kubernetes, en général, souvent, les grands mots qui vont arriver, c'est la partie cloud native, microservices, container, c'est les 3 mots qui arrivent en priorité. Et par une application cloud native, on entend une application qui est capable de monter en charge en fonction, enfin, de s'adapter à l'offre et la demande, donc d'être élastique, monter en charge. C'est une application également qui est hautement disponible et c'est une application qui n'a pas besoin, en fait, d'être revue en termes d'architecture, justement pour pouvoir monter en charge et être disponible.
En termes de portabilité, Kubernetes va permettre d'orchestrer le déploiement et la gestion de containers. Donc un container, par définition, c'est portable. Et par définition, un cluster Kubernetes qui est instancié sera utilisable un peu quels que soient les environnements. On peut les avoir dans des environnements sur site, dans des clouds publics comme le nôtre, celui d'Azure. Et du coup, ces clusters, en plus, quand ils sont amenés dans des clouds publics, on va profiter de la scalabilité et de l'élasticité de l'infrastructure cloud. Et puis, on va bénéficier également de la rapidité de déploiement. Donc, finalement, en prenant les qualités de Kubernetes en termes de portabilité des workloads, d'adaptation à la charge, que Kubernetes a ses propres mécaniques de load balancing et de scalabilité, d'élasticité. Et puis, la rapide déploiement, parce qu'on parle de containers, finalement, Kubernetes est déjà très cool en tant que tel et devient encore plus cool, en fait, quand on l'utilise sur des plateformes de cloud public. C'est majoritairement utilisé. Je pense que LG doit avoir un clavier mécanique. C'est largement utilisé effectivement par des grands comptes. Alors on pense aux grands du web, souvent il y a des choses comme Spotify, Netflix, machin. Plus proche de chez nous, il y a des beaux témoignages qui sortent régulièrement. Enfin, je vais te laisser les commenter, Benoît, mais du côté de Microsoft, par exemple, on a fait un témoignage assez récent sur la SNCF. Michelin fait du Kubernetes aussi, Stanford. Enfin, beaucoup de gens en font aujourd'hui du Kubernetes, et je pense que les slides d'après, tu vas nous donner quelques chiffres, Benoît. Justement, ce qui nous rassure, nous, ici, c'est que ce n'est pas que des grands comptes, des grandes sociétés high-tech américaines dans la Silicon Valley qui adoptent Kubernetes. C'est surtout aussi des clients plus proches de nous, même franco-français. Je rappellerai justement la success story sur la SNCF. Michelin est un petit peu un cas particulier parce qu'ils ont choisi de faire du Kubernetes, ce que j'appelle the hard way, puisqu'ils ont choisi de builder et opérer eux-mêmes leur propre cluster Kubernetes. C'est un choix un petit peu particulier. Mais si je dois synthétiser ici sur ce slide le pourquoi on fait du Kubernetes, c'est d'abord pour la capacité des applications qu'on héberge dessus. Donc, ce qui implique, moi, une conclusion ici, c'est si on adopte Kubernetes, c'est qu'on adopte aussi la manière de construire les applications qui vont avec, à savoir des applications dites cloud natives. Ceci nous amène à un premier sondage. Il y a 5 sondages, si j'ai bonne mémoire, dans le webinaire. On a besoin d'apprendre à vous connaître pour savoir comment vous voyez Kubernetes, où est-ce que vous en êtes de votre adoption. Donc, dans l'interface, vous avez un onglet à droite sondage, et le sondage vient d'apparaître normalement. Je vais l'afficher au passage en même temps, c'est quand même mieux. Voilà. Est-ce que avez-vous déjà implémenté Kubernetes au sein de votre entreprise, oui ou non? Il n'y a pas de vote éliminatoire, je vous rassure. On veut juste connaître, nous, nos consommateurs, qui sont-ils et qu'est-ce qui vous intéresse dans Kubernetes et pourquoi. Vous avez le droit de voter. Donc, de ce que je vois, 17, 18, 19 votes. Oh, on est nombreux là. Je ne vais pas tout regarder. Ah ouais. Je n'affiche pas les participants, c'est dommage. Donc, le sondage nous dit 24 votants. Aujourd'hui, majoritairement, vous avez déjà implémenté Kubernetes à hauteur de 58%. D'accord. Donc, on a déjà des consommateurs, on va dire ça, avertis. Parfait. On va donc pouvoir continuer. Je vais pouvoir continuer avec ce qu'en pense, entre guillemets, le marché. Le premier à nous en parler le plus souvent, c'est d'abord le Gartner. Le Gartner nous dit synthétiquement, le Kubernetes est la voie. Vos applications seront containerisées demain. Oui, on est d'accord avec cette assertion. Il y a de plus en plus d'adoption des conteneurs. Aujourd'hui, on le voit aussi bien chez les grands consommateurs, oui, mais aussi chez les plus petits consommateurs plus proches de nous, comme on a pu le voir. Donc, aujourd'hui, nous voyons vraiment l'avenir dans les conteneurs pour nos futures applications. Ça a plusieurs avantages pour nous. Stanislas en a cité quelques-uns. Mais cette capacité à déployer rapidement, de manière industrielle, la capacité à le reproduire et à gagner, entre guillemets, en rapidité de déploiement, ce qui, dans un sens, nous intéresse pour des critères comme le time to market pour le business, oui, on va dans ce sens-là. Si on regarde un petit peu plus loin, sur notre vision, je trompe toujours d'écran. D'autres répondants ont regardé la même question, mais donnée par la Cloud Computing Native Foundation. Chaque année, ils font un sondage et ils demandent à leurs
à la communauté des utilisateurs de Kubernetes où est-ce qu'ils en sont de Kubernetes, qu'ils en pensent. Et la majorité de ces répondants disent « nous utilisons du Kubernetes en production ». Alors, il faut relativiser, parce que les répondants de cette étude sont d'abord des consommateurs, ce que j'appelle canal historique de Kubernetes. Kubernetes date de 2015, beaucoup de ces répondants ont utilisé Kubernetes depuis leur tout début, et ce sont majoritairement des entreprises de grande taille, beaucoup anglo-saxonnes, dans le domaine de la technologie. Donc, quelque part, ça ne nous ressemble pas. Mais mine de rien, on voit apparaître beaucoup de nos consommateurs qui vont dans ce sens-là aussi. Donc, ce n'est pas fait que pour les grandes entreprises. Sur ce critère-là, on va dans le bon sens. D'autres critères, par contre, sont à mettre en… Comment dire ça? À relativiser. Le nombre de clusters ne fait pas de vous un grand adapteur de Kubernetes ou un adapteur moyen. Pour la simple et bonne raison, que le nombre de clusters ne veut rien dire. Vous pouvez très bien être un très grand, je pense à des gens comme Spotify ou d'autres qui vous disent « j'ai 3 clusters pour gérer mon application worldwide ». Ils ont cette culture, il leur permet d'avoir très peu de clusters. Mais nous, à l'opposé, on n'a pas forcément cette même culture. Et il y a différents critères qui font qu'on ait différents clusters. Donc, le nombre de clusters, lui, ne veut pas dire grand-chose, pour moi, à mon sens. La taille du cluster non plus ne veut pas dire grand-chose. Historiquement, on va dire ceux qui ont implémenté du Kubernetes ou qui l'implémentent encore sur du bare metal ou dans des environnements de type data center, on peut comprendre effectivement qu'ils n'ont pas forcément une mécanique d'automatisation qui est facile pour faire ajouter ou supprimer des nouveaux clusters ou le faire évoluer. Donc ça peut expliquer effectivement qu'ils ont en général un gros cluster et puis qu'ils le divisent derrière. Quand on est sur des environnements de type cloud public, créer des clusters, c'est un non-événement, c'est une ressource au même titre qu'une VM, c'est juste une ressource qui est un peu plus complexe, mais c'est basiquement relativement simple à provisionner et à déprovisionner. Et donc, du coup, on doit se poser la question, est-ce que je veux mettre tous mes œufs dans le même panier, faire un gros cluster et mettre toutes mes applications dedans, ou est-ce que je vais dédier des clusters à chacune de mes applications ou business units? Et là, pour le coup, la taille du cluster ou le nombre de clusters ne veut pas dire grand-chose globalement. Merci Stanislas. Voilà pour les chiffres. Mais Kubernetes, on entend aussi parler sur les aspects marketing. On le retrouve partout dans la presse. J'ai revu des articles encore cette semaine qui nous disaient que des fournisseurs de bêtes disques allaient proposer des bêtes disques orientés stockage Kubernetes. Donc, on s'éloigne quelque part de Kubernetes. On est dans moi, j'appelle ça le pur marketing aussi. Mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Stanislas, sur ce sujet-là? Alors, ça c'est selon toi, hein. Moi je sais pas sur cette courbe-là, ça c'est la courbe du hype du Gartner, mais globalement, on peut dire qu'on en entend parler pas mal aujourd'hui de Kubernetes, que la plupart de l'industrie s'est alignée dessus et a fait converger les centres d'intérêt, ce qui fait qu'effectivement, au-delà de la partie marketing, il y a également une vraie économie qui est en train de se créer autour de Kubernetes, et un vrai écosystème. Alors on en parle beaucoup, donc on pourrait penser qu'on est dans le sommet de la courbe du hype. Alors, pic des atteintes exagérées, je ne sais pas si on doit dire qu'on est dans le pic des atteintes des attentes exagérées, mais en tout cas, on est aujourd'hui sur une tendance qui fait que c'est assez hype, effectivement, c'est de bon ton d'en parler, et souvent, des fois, on peut avoir des choix qui sont faits en disant on va faire du Kubernetes sans aucune réflexion derrière de pourquoi on veut en faire, est-ce qu'on est mature pour en faire, quel est le chemin pour en faire, etc., etc. Donc, c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'on fait ce webinaire, c'est pour expliquer, effectivement, c'est pas un truc qu'on switch du jour au lendemain. Et puis, Kubernetes va répondre à plein de besoins, plein de problèmes qu'on peut avoir aujourd'hui avec des infrastructures classiques. Et puis, ça apporte, il y a un pendant à ça, effectivement. Ça va impliquer une remise en cause de pas mal de choses. Et puis, ça va apporter d'autres problèmes, hein, parce qu'il y a rien qui est magique en informatique. Merci beaucoup, Stanislas. Ce qui nous amène à un autre sujet, c'est choisir Kubernetes. Très bien, mais derrière, ça nous implique, nous, des préoccupations. Et c'est un sujet que, Louis-Guillaume, tu peux nous en dire quelque chose? Oui, effectivement. Donc, on a vu, la plupart des gens, vous avez déjà joué avec Kubernetes, d'autres non. La première question qu'on va se poser, c'est est-ce que c'est complexe? Est-ce que Kubernetes, c'est complexe? Non, pas du tout. Mais est-ce que c'est riche? Oui, extrêmement. Et c'est là la principale difficulté. Par riche, on entend qu'en fait, on peut le configurer pour un certain nombre, enfin même un très grand nombre de besoins. On veut pouvoir l'adapter à tous les besoins de l'entreprise. Et donc, forcément, on a de nombreuses choses à gérer. Ça peut être le réseau, ça peut être la sécurité. Et c'est là où ça fait peur et c'est là où les gens se plantent. Donc, justement, pour répondre à cette problématique, justement pour l'adoption de Kubernetes, donc il y a deux façons de faire du Kubernetes. Ou vous gérez vous-même votre Kubernetes, vous l'installez
vous faites l'installation manuelle qui est pas non plus candide, qui est pas simple, pardon, et après vous allez devoir faire la gestion, ou après vous allez avoir les offres managées, donc que ça soit chez Azure, Google ou d'autres encore, vous allez avoir donc les versions managées. Chez Azure, c'est AKS, qui sont là pour simplifier et atténuer cette complexité. Par exemple, quand vous allez avoir un Kubernetes, vous allez simplement dire donne-moi un cluster Kubernetes, voilà les tailles de VM que je veux, fais tout pour moi, vous cliquez sur un bouton. Et donc, on parle de moins de 10 minutes pour avoir un cluster qui tourne et dans lequel vous avez votre application qui fonctionne. Donc, il y a une deuxième chose aussi qui va se faire, c'est qu'il va y avoir un certain nombre de choix à faire justement dans cette complexité. Si vous regardez le diagramme derrière, il y a des complexités sur la sécurité, le stockage, le monitoring, le réseau. Vous avez des mots-clés qui font même service mesh qui ne vont pas parler à certains. C'est des questions sur lesquelles il faut se poser, mais sur lesquelles on n'a pas tous besoin pour commencer. Et quand vous choisissez une solution managée par un provider, vous avez des choix qui sont préfaits pour vous. Ce n'est pas des choix magiques qui rentrent partout, mais c'est des choix qui vont permettre de répondre à la plupart des cas d'usage. Et en fonction de votre montée en maturité, vous allez pouvoir changer et faire d'autres choix et dire bah non, mais j'ai peut-être moi besoin peut-être ce système de monitoring ou peut-être cette sécurité pour justement respecter les process de votre entreprise parce qu'il faut que Kubernetes rentre dans votre gouvernance. Et donc justement, la plus grosse difficulté que rencontrent les entreprises dans l'adoption de Kubernetes, c'est cette gouvernance. Et cette gouvernance, donc, ce n'est pas un problème technique, ce n'est pas du tout la solution en elle-même qui est le problème, c'est la façon dont on travaille. Pourquoi? Kubernetes, c'est un cloud dans le cloud. C'est-à-dire qu'en fait, par défaut, c'est juste des machines virtuelles avec un logiciel qui est installé dessus. Mais au sein de ces machines virtuelles, on peut faire plein de choses. On peut refaire du réseau, on peut refaire de la sécurité, on peut faire de la gestion et du déploiement application. Et donc, les questions que les entreprises se posent ou que vous allez devoir vous poser souvent, et c'est là où il va y avoir des petits combats entre équipes et des petites problématiques, c'est qui crée le cluster? C'est qui va le gérer? Vu que c'est de la production, est-ce que je donne la main aux développeurs directement pour déployer leurs applications? Parce qu'on a encore beaucoup d'entreprises où le déploiement, c'est le développeur va donner la main aux IT ou aux Ops qui vont faire le déploiement. Et donc, c'est beaucoup de problématiques comme ça qui vont se poser. Au sein d'une application, on va parler par exemple de microservices. Est-ce que la sécurité et le réseau, je laisse les développeurs le faire, puisque c'est un environnement, une boîte que je leur donne, ou au contraire, je ne leur fais pas confiance parce que ça a toujours été l'équipe réseau qui gérait ça. Donc, on a bien d'un côté un outil très puissant qui va être flexible uniquement si vous adaptez aussi certains process et si vous donnez de la liberté en disant je donne un peu plus de puissance, de pouvoir, on va dire, aux développeurs pour aller plus vite, plus loin, plus rapidement, tout en garantissant un certain nombre de contrats et de sécurité que vous allez devoir rajouter justement, de contrôle dans ce qu'on appelle des politiques. Et donc, c'est ça les problématiques et les… Pas insurmontable, mais c'est là où la plupart des entreprises ont le plus de mal parce que c'est le plus disruptif dans la façon de travailler par rapport aux autres briques techniques. Et puis, on peut peut-être ajouter que Kubernetes, c'est avant tout une plateforme. Donc, comme c'est une plateforme, du coup, effectivement, elle touche plein de métiers et puis on peut la voir chacun avec son prisme. Un développeur va voir la plateforme comme un socle de réception à ses containers, à ses applications. D'autres vont voir ça comme une sorte d'hyperviseur. D'autres vont voir ça comme la capacité de faire du réseau un peu avancé, etc., etc. Merci tous les deux. Ce qui nous amène à un autre sujet sous-jacent. Si on adopte Kubernetes, c'est qu'on en attend, entre guillemets, des bénéfices. Donc, on est intéressé à savoir justement qu'est-ce qui vous intéresse comme bénéfice dans Kubernetes. Dans certains cas, c'est juste un outil supplémentaire pour faciliter la migration vers le cloud, d'écrire des applications, de réécrire des applications. On est intéressé par vos réponses. Il n'y a pas de réponse ici magique non plus. Pour certains clients, c'est vrai que ça facilite la migration vers le cloud. J'ai travaillé pour une certaine banque où tous les workloads finiront dans Kubernetes parce qu'ils venaient d'une culture Docker. Donc, c'était logique. Alors, donc, ce qui se dessine en majorité pour l'instant, c'est les cycles de développement d'applications beaucoup plus courts qui vous intéressent. Donc, le fameux time to market. De reprendre les monolithes applicatifs. Ok, d'accord. Intéressant. Donc, votre vision, c'est d'abord pour les cycles de développement beaucoup plus courts et le time to market. Ça correspond bien à ce qu'on attend de Kubernetes déjà aujourd'hui. C'est vrai. Ce qui va nous amener à un autre sujet. Kubernetes, chez Microsoft, ça s'appelle Azure Kubernetes Services.
C'est un service qui existe depuis 2017, si j'ai bonne mémoire, qui s'est beaucoup étoffé. Et c'est notre premier point de contact avec Kubernetes dans Azure. Alors, j'ai prévenu, ce serait le slide technique. Alors, c'est pas vraiment un slide technique, c'est une carte heuristique, Benoît. Donc, l'idée, en fait, c'est de l'explorer. On va pas explorer dans le détail, hein, mais c'est juste retenez le lien qui est ici, ak.ms/aks mindmap, et je vous mettrai le lien dans le chat. Ça vous permet de récupérer le SVG dans la dernière version. L'idée, c'est de voir qu'en fait, sur un simple service où on explique que c'est simple à déployer, et comme je vous l'ai dit, c'est une plateforme avant tout. Du coup, en fait, même dans du cloud, Azure, même sur un service manager, en fait, la combinatoire en termes d'options, elle n'est pas neutre. En fait, il y a beaucoup c'est assez riche et ça va aller plutôt en s'enrichissant. Ça s'enrichit parce que, fonctionnellement, on rajoute des choses, parce que on va interconnecter le service avec d'autres services, etc. Donc, quand ici, remplacer le terme Azure Kubernetes Service par une plateforme, dans une plateforme, vous avez des notions d'identité, de déploiement, de sécurité, d'automatisation, de monitoring, de réseau, de stockage et de compute, et puis de centre de pilotage. Vous voyez, finalement, Kubernetes, c'est bien une plateforme, et dans AKS, on a bien toutes ces options-là. Donc voilà, servez-vous-en pour explorer un petit peu ce qui est disponible, et puis gardez le lien, parce que le lien, je vais l'actualiser régulièrement, mais tout ça pour dire qu'en fait, effectivement, ça fait appel à plusieurs corps de métier ici. Là encore, je n'ai pas tout matérialisé. Mais donc, à la fin, c'est pas déconnant de se dire que certains gens du réseau vont travailler sur les parties Kubernetes, certains gens qui gèrent les hyperviseurs vont gérer également du Kubernetes, et que ceux qui gèrent la sécurité vont venir également et mettre leur mot à dire là-dedans. Voilà. Donc, faut pas dédier l'outil à soit des devs, soit des IT, etc. Ça s'adapte en fonction des contextes. Et globalement, il y a quand même des choix à réfléchir avant de se lancer. Néanmoins, on va voir les différentes étapes, qu'on n'est pas obligé de tout prendre au départ. Et au départ, on fait simple, et puis ensuite, quand on commence à être plus mature, plus à l'aise, on enrichit effectivement l'expérience. Merci. Ce qui m'amène à deux réflexions. Le concept de l'homme orchestre appliqué à Kubernetes n'existe pas. C'est pas possible. Une personne ne peut pas maîtriser Kubernetes dans son ensemble. Et deuxième réflexion, s'il y a autant d'acteurs qui vont devoir travailler sur ce sujet, il va falloir surtout envisager les plans de montée en compétences de chacun d'eux. Parce que Kubernetes, c'est disruptif dans sa manière de fonctionner. Pour l'avoir vécu avec des équipes réseau et sécurité, les débuts sont difficiles parce que justement, on voit que ça ne fonctionne pas comme il le voudrait. À la fin, c'est Kubernetes qui gagne. C'est sa méthode à lui. Et c'est ça qu'il faut respecter. Ce qui m'amène, ce sujet compétences, au troisième sondage lié à votre maturité. Comment estimez-vous aujourd'hui votre maturité sur Kubernetes aujourd'hui ? Donc déjà des gens... ça serait parti. Donc pour partie, on a déjà des premières applications qui seront portées cette année, des environnements déjà en production. Bon, aucun pour lequel n'est pas à l'ordre du jour. Déjà, c'est pas... Ah si, quand même. C'est assez réparti, donc. OK. Beaucoup, majoritairement déjà en production. Ce qui est une bonne chose. Ça nous rapproche de ce qu'on pensait, c'est qu'on a quand même si les Anglais, les Allemands fonctionnent un peu différents de nous, adoptent les technologies plus rapidement que nous, finalement, on n'est pas trop en retard, finalement. Ce qui nous amène à un autre sujet, le sujet des chantiers. On doit s'organiser pour faire du Kubernetes, mais comme on vient de le voir là, si on traite tous ces chantiers simultanément, c'est difficile. Donc, il faut un petit peu d'organisation. Et il faut déjà commencer à prendre un peu de hauteur et voir un peu ce qu'on nous propose, ce qu'on est capable de faire sur ces sujets-là. Effectivement, donc pour ceux qui ont déjà commencé à essayer de mettre en place Kubernetes, vous vous êtes dit peut-être je vais commencer par voir comment je déploie mon infrastructure. Certains vont pouvoir dire non, moi je l'ai pris par le prisme réseau, et d'autres sont simplement partis en se disant moi je suis un développeur et donc c'est l'application qui m'intéresse. Et donc effectivement, il y a tout un écosystème à faire Kubernetes. Donc effectivement, ce qu'on appelle la landing zone, c'est tout simplement se dire, quel que soit l'endroit où vous soyez, déjà tout ne rentrera pas dans Kubernetes. Et Kubernetes lui-même va se greffer quelque part dans votre parc informatique. Donc, vous voyez toute cette partie intégration avec votre SI, auquel il va falloir réfléchir, parce que Kubernetes étant un cloud, il va avoir aussi son système réseau, son système IP. Il faut que celui-ci soit compatible avec ce que vous avez déjà existant. Et c'est déjà la première problématique réseau que vous allez avoir. Après, d'un point de vue écosystème, donc simplement Kubernetes lui-même, la plateforme, c'est-à-dire sans rien dedans, vous allez devoir réfléchir sur comment vous en faites l'architecture,
combien de serveurs sous-jacents sont-ils présents, quels sont les technos de ces serveurs, sont-ils des serveurs Windows, Linux, orientés GPU, avec processeurs sécurisés. On va avoir toute la partie gestion, c'est-à-dire que justement, comment on va accéder à ce plan d'administration de Kubernetes. La partie sécurité, il faut sécuriser un Kubernetes. Par défaut, Kubernetes est une passoire. Pas tant passoire dans le sens, il n'y a pas de sécurité du tout, mais c'est quelque chose qui est très permissible. Et parfois, en entreprise, on veut faire cette isolation. Vous allez avoir cette problématique de CI/CD, justement, de dire, mais si demain, je crée une plateforme, comment je la mets à disposition de mes équipes métiers ou développeurs pour qu'ils puissent déployer dessus, et le chantier monitoring. Et même si ensuite, vous avez une autre équipe qui va partir sur la partie application, vous avez d'autres chantiers sur la partie application. Donc, comment je vais la déployer? Quand on va déployer, c'est important. C'est-à-dire, c'est pas simplement je déploie mon application, mais sous quelle forme? Est-ce qu'elle va être sous forme de plusieurs containers? Est-ce qu'elle va être découpée? De quelle manière je le déploie? C'est-à-dire, est-ce que je fais un déploiement où j'écrase? Est-ce que je fais un déploiement blue-green pour éviter une interruption de service? Est-ce que je fais du déploiement progressif? C'est le genre de choses que justement apporte Kubernetes. Et là encore, je vais avoir toute cette notion de sécurité et des choses sur lesquelles les développeurs jusqu'à maintenant ne s'en préoccupaient pas. Quand on va parler de l'élasticité et de la résilience, c'est le développeur qui va dire ce composant, ça peut être mon front-end, mon API, potentiellement une base de données, le nombre de réplicas que je veux faire. Vous allez devoir aussi configurer en disant dans quel cas elle va s'exposer au public. Peut-être l'application a besoin d'être chaude, c'est-à-dire d'être préchargée avant d'être exposée et utilisable. Vous allez pouvoir dire à Kubernetes, fais cette chauffe pour moi et ensuite mets-le à disposition. Ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a un certain nombre de chantiers bien distincts, faits probablement par des équipes différentes et qu'il faut mener absolument en parallèle. Si vous essayez de les mettre de manière séquentielle, ça va prendre X semaines. La deuxième erreur aussi à faire, c'est se dire, je veux le cluster parfait. On le voit chez d'autres clients qui se disent, ah, j'ai besoin de mettre du monitoring tout de suite, j'ai besoin de respecter l'équipe et d'avoir l'approval de mon équipe sécurité. C'est impossible. Et surtout, si vous faites ça, vous n'y arriverez jamais et vous ne ferez pas forcément les bons choix. Donc, il n'y a pas de, y compris l'architecture, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez à un moment donné vous poser la question de est-ce que j'ai besoin d'un cluster ou plusieurs clusters? Est-ce que je fais du multi-tenant ou pas du tout? Donc, gardez en tête quand vous avez un chantier Kubernetes que c'est plusieurs petits chantiers à faire en parallèle et surtout, on va y aller de manière progressive comme on va l'expliquer par la suite. Donc, tout sera basé sur de l'itération. Le DevOps est là pour ça. C'est-à-dire que le DevOps, il n'est pas simplement pour l'application qu'on va déployer, ça va être aussi pour la plateforme sous-jacente. C'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser le DevOps pour créer le cluster. Puis, si demain, vous vous rendez compte que votre cluster, la configuration doit changer, et ben, vous jetez le cluster et vous utilisez le DevOps avec de l'infrastructure as code pour le recréer, par exemple. Donc voilà, donc si on devait retenir simplement les pièges, les gros pièges à éviter, c'est d'être trop ambitieux. Voilà, la plateforme au début, si vous commencez avec Kubernetes, commencez petit, commencez avec des besoins simples, n'essayez pas de faire trop parfait. Évitez l'effet tunnel, c'est-à-dire de se dire j'attends d'avoir un cluster qui est complètement prêt, configuré avec tout ce que je souhaiterais mettre dedans pour le mettre à disposition des développeurs ou pour commencer à déployer dessus. Non, partez tout de suite, créez un cluster, surtout avec le manager, on parle de 10 minutes, commencez à faire dessus, intégrez les équipes de dev, au moins une, et justement en intégrant cette équipe, vous allez pouvoir être agile et voir justement que les nouveaux besoins émergent et les choix pour faire votre configuration vont venir des besoins et non pas d'une pré-réflexion qui peut-être pourrait être dans l'erreur. Et le dernier point, évitez de mettre les fonctionnalités inutiles avant d'être près de la production, voire post-production. Si vous n'avez pas besoin de service mesh, si vous n'avez pas besoin d'opérateurs ou de choses exotiques, ne les mettez pas. Vous risquez plus de vous planter qu'autre chose pour une valeur ajoutée qui n'est pas nulle, hein, mais qui n'est pas forcément nécessaire. Merci beaucoup, Louis-Guillaume. Keep it simple by design, c'est le bon message. Ce qui nous amène à un plan d'adoption. Merci. Mener tous les chantiers en parallèle, on l'a vu, ça ne fonctionne pas. Donc, autant on a essayé de développer une méthodologie pour trouver la bonne manière d'organiser tous ces chantiers. On s'est inspiré de ce qu'on a vécu, nous, chez Selensa, chez différents clients. Dire demain matin, j'ai mon cluster en prod, ce n'est pas réaliste. Donc, on a commencé, nous, à revoir cette méthode-là pour adapter avec nos clients pour une approche progressive. Bah, comme tout le monde, on apprend à savoir marcher avant de savoir courir. Donc, avant même de savoir marcher, il faut déjà comprendre Kubernetes. Et comprendre Kubernetes, c'est déjà se poser une première question. La question est toute simple, c'est je construis un cluster, oui, mais pour quelle appli d'abord? Je veux bien le construire, mais quel sera votre premier workload, vous, sur Kubernetes?
Vous êtes plus sur construction de nouvelles applications, de la migration d'applications Aziz, ce qu'on appellera du Move to Cloud ou autre. Donc, Cloud Native, intéressant. Entre Cloud Native et migration d'applications .NET. ASP.NET, pardon. Intéressant. Donc, la construction d'applications est ce qui ressort le plus souvent. Très bien. Ça vous poussera à aller voir ce qu'on appelle les 12 Factor App pour la construction de ces applications. Parfait. Ce qui nous amène à une première étape. Avant de savoir marcher, il faut déjà assembler les premières briques minimalistes. Et voilà. Je me suis trompé. Ah non, exact. Première brique minimaliste, ça va être déjà de partir du strict minimum. Le strict minimum, ça va être d'un côté l'application. On commence tout de suite avec elle. Pourquoi? Parce que si on ne commence pas tôt et que nos développeurs ne peuvent pas prendre en main, comprendre Kubernetes et se faire la main dessus, leur temps d'apprentissage sera beaucoup plus long. Donc, on commence très tôt. Et on leur fournit tout de suite une première plateforme. Elle ne sera pas industrialisée, elle ne sera pas aux normes. C'est pas grave. Il leur faut d'abord un cluster Kubernetes pour pouvoir travailler et commencer à apprendre à déployer leur application. Oui, c'est très loin d'être parfait, mais de toute façon, on sait que plus tard, on va apprendre à reconstruire cette plateforme pour intégrer d'autres composants. Et petit à petit, on va l'améliorer. Pourquoi on a commencé par l'aspect réseau? Simplement parce que c'est là que commencent les premières discussions par expérience. Le réseau au sens landing zone viendra plus tard, mais déjà le réseau au sens Kubernetes, parce qu'il a sa manière de gérer le réseau. Donc, c'est les choses qu'il faut commencer nous à se poser tout de suite. Et de ces choix-là, nous, on pourra en déduire d'autres choix qui nous amèneront à la production. Ce qui nous amènera à une deuxième étape. On a compris comment construire notre plateforme, on commence à comprendre comment héberger notre application. Mais ce qui nous manquait jusqu'à maintenant, c'était d'autres composants comme la CI/CD. Pourquoi on ne l'a pas implémenté dès le début? Pour une raison fort simple, on ne peut pas tout traiter en même temps. Et il nous fallait aussi déjà avoir un premier contenu. À la première étape, nous avons déployé notre cluster manuellement. L'application, on l'a aussi déployé un petit peu manuellement. On apprenait Kubernetes. Donc, c'était difficile d'intégrer la chaîne CI/CD à ce moment-là. Un choix d'une solution de CI/CD spécifique à Kubernetes n'a pas de sens à notre avis. Commencez déjà par reprendre les solutions que vous avez vous déjà chez vous. Vous les maîtrisez. Un sujet de moins à apprendre. Et on va créer deux chaînes applicatives, l'une dédiée au déploiement de Kubernetes, du cluster Kubernetes, donc AKS dans notre cas, et une deuxième pour notre application. Côté réseau, on ira creuser un petit peu plus loin l'aspect réseau exposition. On sait que nos pods, composants élémentaires de nos applications vont devoir communiquer entre eux. On va voir comment gérer ça. On va voir comment assembler ces différents composants. Côté écosystème, on va se poser quelques questions. Comment je vais déployer Kubernetes? On le voyait sur la mind map de Stanislas tout à l'heure. J'ai plusieurs moyens pour gérer mon déploiement. Ça peut être du Terraform, ça peut être de l'Azure Bicep, ça peut être de l'ARM, voire même du PowerShell. Moi, j'ai à faire des choix là-dessus. Vous aussi avez à faire des choix pour choisir qu'est-ce que vous allez utiliser au sein de votre écosystème Kubernetes. C'est un des composants de l'écosystème. Maintenant intervient la sécurité. On ne les a pas fait intervenir dès le début, parce que sinon, on aurait entre guillemets une liste de prérequis long comme le bras sur comment il faudrait que ce soit sécurisé. Mais entre-temps, il aurait fallu déjà que la sécurité comprenne ce que c'est Kubernetes pour bien adapter leur posture par rapport à la solution. C'est eux qui doivent s'adapter à la solution, pas l'inverse. Si vous tentez de tordre le cou à Kubernetes, il vous le rendra. Mal, malheureusement. Néanmoins, il faut le prendre ça avec des pincettes. Si la sécurité a pour rôle effectivement de poser des garde-fous, donc il faut savoir être souple. Donc après, il faut savoir aussi faire un travail de sensibilisation auprès de ces gens-là pour dire quand ce n'est pas possible, vraiment pas possible de le faire, parce que les règles sont les règles. Et puis des fois, on peut le faire aussi. Donc là encore, c'est toujours une histoire de compromis, comme toujours. Mais si vous dites non, c'est comme ça et pas autrement, ils vous diront non, de notre côté, on va dire ce sera pas ça et c'est comme là. Après, il faut là encore, faut parfois un petit peu ajouter de l'eau à son moulin et puis et savoir lâcher des fois certains éléments pour d'autres. C'est d'abord une compréhension de Kubernetes qui est nécessaire à partager par tous les acteurs pour qu'on puisse en discuter. Ouais, c'est vrai.
À ce moment-là, on sera capable de déployer notre cluster et notre application de manière industrielle, ce qui pour nous est intéressant parce que petit à petit, à ce moment-là, on va être capable de rajouter d'autres briques qu'on n'était pas capable de rajouter jusqu'à maintenant parce que grâce à ces fameux pipelines, on sera capable déjà de décliner et de donner à des équipes différentes notre construction de clusters et applicatives pour leur permettre d'intégrer la leur. Et justement, c'est le but de la prochaine étape. On se rapproche de la production. Voilà, c'est mieux. En se rapprochant de la production, on commence à couvrir presque tous les périmètres. Je dis bien presque. Côté CI/CD, on s'est amélioré parce qu'on a eu le temps de déployer 1 fois, 2 fois, 3 fois. On a amélioré notre pipeline. On a intégré une gestion d'erreurs. Pas une gestion d'erreurs, une gestion des tests, pardon. On a aussi intégré une gestion de la qualité de notre code, ce qui est important pour nos développeurs pour qu'ils puissent eux aussi s'améliorer, qui produisent du code qui soit exempt de failles ou qui intègre bien les bonnes pratiques de sécurité. Faisons en sorte à cet endroit-là, par exemple, qu'il n'y ait plus de secret stocké directement dans le code source. Ce serait déjà très bien. Côté réseau, on sera à même de gérer l'exposition de notre application Kubernetes à travers des mécanismes, je pense à des ingress controllers. Au niveau application, on sera assez mature sur notre application en elle-même pour commencer à comprendre, à bien intégrer les mécanismes de Kubernetes, sa disponibilité, pour commencer à s'intéresser à d'autres sujets. J'en pense à un en particulier, qui est la supervision. Une application a besoin de parler, elle a besoin de retourner des logs, des métriques et un état. Et c'est pour ça aussi qu'on intègre la supervision à ce moment-là, parce que jusqu'à maintenant, on n'avait pas de réelles applications à monitorer / observabilité, puisqu'on parle plus d'observabilité aujourd'hui. Le choix d'une solution d'observabilité dans Kubernetes nous amènerait à certains choix. Moi, j'en ai un autre qui est beaucoup plus simple. Commencez par reprendre la solution que vous avez, pour une raison fort simple. 1, vous la maîtrisez. Le temps de monter en compétence est beaucoup plus court. Et 3, le plus important pour moi, si vous commencez à avoir une solution de supervision tout de suite qui est dédiée à Kubernetes, vous avez 2 visions de votre supervision, parce que vous avez 2 plateformes. Problème, vous n'avez qu'un seul système d'information et des interdépendances entre eux. Donc, on ne va pas des informations. Si on doit investir dans une solution de supervision dédiée à Kubernetes, faisons-le plus tard. On n'a pas encore assez de retour d'expérience pour justifier et j'ai besoin nécessairement du couple Prometheus-Grafana. Ça peut venir beaucoup plus tard. Côté gouvernance, jusqu'à maintenant, on disait pas grand-chose parce qu'on n'imposait rien de manière stricte. Là, on va pouvoir commencer à poser les règles du jeu. Jusqu'à maintenant, on disait ce serait bien que nos développeurs utilisent la repository de l'entreprise pour stocker leurs images et uniquement celle-ci. Maintenant, ce n'est plus une recommandation, c'est une exigence qui est portée par le cluster. Le cluster refusera de déployer. Côté sécurité, on sera aussi capable d'aller scanner les images de notre repository pour nous assurer que les images que nous utilisons, internes ou externes, sont bien exemples de failles critiques. Nous ne partons pas en production avec des applications qui intègrent malheureusement ces failles. Et on voit enfin apparaître un sujet landing zone. Pourquoi apparaît-il si tard? Pour la simple et bonne raison, c'est que jusqu'à maintenant, nous avons travaillé sur des souscriptions à part. On nous a donné en POC. Parce qu'on sait très bien par expérience que s'il faut faire rentrer Kubernetes dans un environnement industrialisé, il y a forcément du travail. Et il y avait 2 grands choix. Soit on crée une nouvelle landing zone, soit on arrive à l'intégrer dans une zone existante. Si on avait attendu, on aurait été dépendant de ce projet landing zone. Là, les choses se sont menées en parallèle. Et la principale chose dont on avait besoin de la landing zone, c'était des inputs côté réseau. Maintenant que le réseau est devenu stable, on était capable de produire cette landing zone. Et parce que notre chaîne CI/CD nous a permis de déployer, de manière industrielle aujourd'hui, on a des landing zones, on a donc différents environnements. Donc, déployer dans différents environnements, notre cluster et notre application est devenu très simple. Et au fur et à mesure, on a enrichi notre cluster pour arriver en production avec notre première application. Est-ce que notre cluster est parfait? La réponse est non. Il va continuer à évoluer. C'est ce qu'on va voir. Mais ce qu'on a ici, c'est un premier retour d'expérience sur nous, notre usage de Kubernetes pour notre application. Et de là, on pourra faire des choix. Ce qui nous amène à faire en sorte que ce soit Stanislas, je me trompe. Je vais prendre le point celui-là, Stanislas, sur celle-là. Effectivement, comme l'a bien dit Benoît, c'est le moment où on commence à faire un premier post-mortem, où en fait, retour en arrière sur ce qu'on a fait, sur les choix que vous avez faits pour vos besoins.
et sur lesquels on va pouvoir améliorer les choses, stabiliser et même commencer à ouvrir les chakras en multipliant le nombre d'applications. Donc, c'est cette période, cette partie où justement vous allez vous dire, maintenant les choix qu'on a faits, soit ils sont bons et vous les gardez, soit ils sont pas bons et vous les rechangez. Et surtout, vous allez pouvoir les améliorer. Par améliorer, on va parler d'automatisation. Donc, on va automatiser un certain nombre de choses. Dans le cas de Kubernetes, on va le faire sur l'infrastructure. C'est le moment où vous devez, si ce n'est pas fait, mettre l'infrastructure as code pour être sûr d'avoir cette partie-là. Vous allez avoir le déploiement des applications qui doit être automatisé et qui, dans Kubernetes, se fait aussi avec des manifestes, donc des fichiers. Et puis, on va même aller plus loin. Si vous avez fait des choix de sécurité, des choix de réseau, vous allez aussi pouvoir le scripter avec des codes. Donc, c'est ce qu'on appelle le Everything as Code. Une fois que vous allez faire ça et donc automatiser votre première application en disant j'ai le même résultat, mais tout est automatisé, ça va justement vous permettre d'être confiant sur ce que vous pouvez faire, confiant dans le sens de je peux remonter un environnement from scratch si jamais j'ai un besoin de disaster recovery, mais surtout confiant en disant je vais pouvoir grossir parce que bien souvent on a une petite équipe qui au début suffit pour un cluster ou une application. Puis si le nombre d'applications grossit ou le nombre de clusters grossit, il ne faut pas que cette équipe augmente, sinon ça ne sert à rien. Et donc justement, c'est cette partie où il faut que votre démarche, tout ce que vous avez mis en place puisse être réutilisé. Donc à chaque fois que vous construisez quelque chose dans Kubernetes, il faut, et que vous pensez que vous n'êtes pas loin d'avoir quelque chose de stable, ou en tout cas pérenne pour un certain moment, partez dans l'idée que justement cet artefact doit être réutilisable par la suite. Et ça vous permet justement d'aller ensuite plus loin sur l'étape finale, donc vers le futur, qui va être expliqué justement par Stanislas. Ouais. Un retour d'expérience sur ce sujet industrialisation, puisqu'on l'a partagé chez un client. 3 personnes sont capables de gérer 190 clusters de manière industrielle. Si on est capable d'industrialiser, on est capable d'avoir beaucoup de clusters, ça ne pose pas de problème. Et parce que ce client investit massivement dans l'industrialisation dès le début, il est capable de distribuer des plateformes Kubernetes à un grand nombre de développeurs et donc de faciliter l'adoption de Kubernetes. C'est un grand retour d'expérience sur ce projet. Il ne faut pas oublier également que, si tu peux revenir sur l'étape d'avant, le fly, ici, la boucle virtueuse, enfin, c'est un cycle, hein, ça fait la sainte à l'infini parce que c'est cool un infini, on parle de DevOps, mais ça reste une boucle en fait. Hein. Elle est valable pour tout, elle est valable pour le code applicatif, elle est valable pour l'infrastructure, elle est valable pour la plateforme en tant que telle. La plateforme, elle évolue. Hein. Kubernetes, c'est un projet qui est extrêmement dynamique, le projet open source. On a une release de nouvelles versions avec des changements fonctionnels, des correctifs, des améliorations qui est fait tous les 3 mois. Et donc, ça veut dire effectivement qu'il y a un calendrier de mise à jour qui est programmatique aujourd'hui. Hein. Et ça veut dire également que le support, il est également lié à cette vélocité en fait des mises à jour de Kubernetes. C'est-à-dire qu'on doit intégrer dans ce cycle d'amélioration continue quand on va être vraiment en mode où on vole, comme tu dis. Il va falloir intégrer effectivement cette notion d'industrialisation de la gestion des montées de version. Hein. Et ça va se matérialiser par plusieurs travaux qui, du coup, vont devoir être toujours là, en fait, c'est-à-dire de toujours avoir un suivi de qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines versions. Là, il y a des changelogs qui servent à ça. Quels seront les changements qu'il faudra appliquer dans ces manifestes ou dans ces composants qui sont utilisés sur cette plateforme, parce que Kubernetes reste une plateforme sur laquelle on rajoute des composants, et les composants, du coup, vivent à leur cycle de vie, mais doivent suivre effectivement ce qu'il y a dans la plateforme. Et donc, il est important, effectivement, dans la démarche du Fly, après, d'être vraiment aussi dans cette industrialisation de la gestion des changements, et donc d'être capable, effectivement, de faire des montées de version régulièrement. Et on n'est plus dans le monde, dans l'ancienne mode, où on installe un système, quand le truc est stabilisé, on le laisse tourner, et surtout, on n'y touche pas. Ça, c'est la meilleure chose, en fait, pour partir dans le mur, parce que si vraiment vous décidez de stopper la plateforme, de ne plus la faire évoluer, que ce soit au niveau de votre code ou au niveau de la plateforme en tant que telle, rapidement, en fait, on va s'apercevoir que il y a des choses qui vont plus bien fonctionner dans le temps avec les évolutions qui vont se faire des différents projets, etc. D'accord? Donc ça, c'est un point qui est important. C'est pas le point le plus rigolo du monde, mais dans le sens où il faut une culture également quand on fait du Kubernetes, une culture du suivi, du changement, et d'avoir cette curiosité d'aller voir après, parce que là encore, plus on va aller loin dans la plateforme, plus on va avoir besoin effectivement de rajouter des composants derrière, parce que nativement, c'est pas fait dans Kubernetes, mais il y a un composant tiers de l'écosystème qui vient le faire, etc. Et du coup, on rajoute en fait un ensemble de briques qui ont chacune leur propre cycle de vie.
Et donc, ça fait partie de la culture également de suivre tout ça. C'est un point qui est important parce que souvent, on pourrait se dire, ça y est, mon application est déployée, on peut faire des releases nouvelles des applications et hop, ça y est, c'est terminé, ça roule. Il reste aussi un travail à faire derrière dans l'outillage qui est utilisé au sein de la plateforme. Voilà. Et donc, du coup, quand on a tout ça, effectivement, on peut se permettre après d'aller beaucoup plus loin, l'étape d'après. Que tu as appelé le Warp, je suppose, Oui. en référence à Star Trek. Au choix, Star Trek ou OS2, tu avais le choix. OS2, d'accord, ok. J'ai très bien connu OS2 Warp 3. C'était la belle époque. Donc, à partir du moment où effectivement vous commencez à être plus à l'aise sur votre plateforme, alors plus à l'aise, là encore en fonction de votre prisme, plus à l'aise les développeurs pour produire des applications qui vont dessus, plus à l'aise les SRE ou les DevOps qui vont automatiser, plus à l'aise les gens qui vont monitorer. Bien du coup finalement, Kubernetes, ce qu'on est en train de voir, effectivement, c'est que c'est en train de se généraliser. L'industrie est en train de converger vers cette solution, cette plateforme. Et du coup, on commence à la retrouver un peu partout. On peut avoir du Kubernetes embarqué sur du Edge avec des plateformes de IoT, par exemple. On peut avoir du Kubernetes, bien entendu, dans les data centers. On peut en avoir sur des postes clients avec des solutions comme Minikube, MicroK8s, etc. On peut en avoir sur des Raspberry. On peut en avoir dans d'autres fournisseurs de cloud. Donc l'idée à la fin, c'est de se dire, finalement, Kubernetes devient un socle assez universel. Je peux l'instancier à peu près où j'ai envie. Mais du coup, le fait d'instancier partout ne veut pas dire que il va falloir, on a une maîtrise des équipes, mais il va falloir du coup un outillage derrière après pour essayer de contrôler ça à l'échelle, et là encore d'avoir une sorte de contrôle plane un peu universel qui va aller avec l'endroit effectivement où on va déployer ces choses-là. Donc on parlera de Azure Arc, notamment du côté de Azure, où il y a beaucoup de choses en fait de Azure Arc en fait qui vont s'appuyer sur du Kubernetes. Donc on ne pourra pas faire de l'Azure Arc sans avoir un moment du Kubernetes. Ça fait partie des fondamentaux. Comme dans plein de technologies, on vous dit maintenant, si tu ne maîtrises pas un OS de type Linux, tu ne peux pas faire ce genre de choses. Voilà. Donc ça devient une plateforme un peu universelle. Brendan Burns, qui est un des 3 cofondateurs du projet Kubernetes à l'époque, et qui était chez Google et qui depuis est chez Microsoft et qui est en charge notamment de ces sujets chez Microsoft, Linux, AKS, Arc aussi, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Résumer ça assez bien dans une phrase que j'ai bien aimée, qui disait que en fait, le conteneur, c'est la nouvelle VM. Et effectivement, cette VM, il faut la poser quelque part sur une plateforme, on va dire une sorte d'hyperviseur. Mais globalement, effectivement, la tendance du marché montre qu'aujourd'hui, les applications vont être de plus en plus ou majoritairement containerisées. Qui dit containerisation dit capacité à monter en charge, déploiement orchestré, etc. Donc un orchestrateur. Et celui qui a gagné la guerre et qui a fait adopter le consensus par tout le monde, c'est Kubernetes. Donc ça devient finalement un socle un petit peu qui probablement, quand on sera dans les étapes Warp ou plus loin, deviendra presque naturel en fait. On ne se posera plus de questions liées à Kubernetes, on se posera des questions sur où est-ce qu'on l'instancie et comment on le gère, et non plus comment on l'opère. Voilà. C'était pour l'étape Warp. Je ne sais pas ce qu'il y aura après, est-ce qu'il y aura une nouvelle techno plus disruptive que Kubernetes, mais moi je vois ça finalement un peu comme l'operating system qu'on peut avoir dans le futur, parce que finalement ce n'est qu'un operating system distribué. Kubernetes, c'est comme une grosse machine virtuelle, sauf que derrière c'est un ensemble en fait de nœuds. Donc, ce qui se dessine grosso modo, c'est qu'on va de plus en plus voir se réduire la complexité de Kubernetes, la complexité de Kubernetes pour que ce soit le plus en plus transparent possible, de telle manière qu'on le consomme comme une commodité, comme tu disais tout à l'heure, comme une VM, et sans qu'on se pose de questions réellement sur comment ça fonctionne en dessous. En fait, Kubernetes, dans le futur, deviendra, entre guillemets, un composant qui sera dans les compétences de base de tout le monde, entre guillemets. Et ça ne veut pas dire que ça va devenir simple, c'est juste que ça va être de plus en plus managé et ça fera partie des compétences de base pour pouvoir faire de l'informatique, entre guillemets. Donc, les développeurs auront un minimum de compétences sur le sujet, les IT aussi, etc. quoi. C'est déjà, nous, une question de montée en compétences organisée dans nos équipes. On l'a fait, pour nous former sur Kubernetes. Maintenant, il faut que les clients et les consommateurs le fassent eux aussi. Ce qui nous amène à une conclusion sur le sujet. Je me ferai voir. Voilà. En forme de call to action,
ici, choisir Kubernetes, c'est bien, mais si vous avez choisi Kubernetes, c'est pour son modèle d'application, à savoir les applications cloud natives. Vous, quelle sera votre première application à porter sur votre plateforme Kubernetes? On a vu tout à l'heure les résultats du sondage, majoritairement pour créer des nouvelles applications. Très bien. Ça amènera justement à forcer à apprendre Kubernetes depuis, à apprendre à construire une application depuis zéro. De voir justement les principes que sont les 12 Factor App que j'ai vu passer tout à l'heure dans les discussions et réviser un certain nombre de principes sur les Cloud Design Patterns pour justement construire des applications respectant ces principes. Et petit à petit, ça va nous amener à construire ces applications beaucoup plus rapidement. Et la première sera un petit peu difficile, et ça je l'accorde, ça a toujours été le cas. Mais pour vous donner un Rex sur un de mes clients, des consommateurs internes ayant une maîtrise de Docker aujourd'hui, mettent 6 mois à mettre leur première application en production dans un environnement Azure Kubernetes hautement sécurisé, où la sécurité est, on va dire, extrême. Donc, c'est pas infaisable. Maintenant, ça implique une préparation, ça implique de vous former aussi. Ça implique du temps aussi à trouver pour se former. On ne peut pas faire deux choses à la fois. Petit à petit, il faudra s'organiser pour passer, que chacun dans vos équipes passe du temps sur le sujet, que ce soit réseau ou sécurité, parce qu'on voit très bien que ce n'est pas une personne qui pourra maîtriser tout Kubernetes. On l'a vu tout au long de ce webinaire et tout au long des articles qu'on a écrits pendant ce mois du conteneur. Le domaine est trop vaste pour une personne. C'est forcément un projet d'équipe. On ne peut pas faire autrement. Et ne pas négliger le fait que c'est une plateforme entourée d'un écosystème sur lequel on bâtit des applications. Et c'est ces trois-là qu'il faut adopter. Pas l'un, l'autre, les trois. Ces applications, on vous encourage à les choisir parmi celles que vous connaissez le mieux. Choisissez une application qui sera d'abord la plus simple, c'est-à-dire que vous ayez plus à apprendre en termes de retour d'expérience et que ça puisse servir à d'autres équipes chez vous en interne pour petit à petit vous aider, vous, à adopter Kubernetes et des modèles d'application cloud native beaucoup plus facilement. Choisissez pas la première application la plus critique de l'entreprise pour commencer. C'est pas forcément le meilleur choix. Si le cœur vous en dit, cet été, on vous propose beaucoup de lectures. La première lecture qu'on vous propose, bien sûr, c'est de retrouver tous nos articles sous forme de livre blanc. On les a synthétisés. C'est disponible depuis hier. Les liens viennent d'être partagés maintenant. Donc, vous pourrez très bien réviser les sujets réseau, sécurité, gouvernance, écosystème, CI/CD et sécurité. Beau chapitre. Un point de vue extérieur, allez regarder quand même le Cloud Adoption Framework, qui est entre guillemets le modèle proposé par Microsoft pour nous aider à construire des landing zones et nous poser entre guillemets sur les bons rails pour construire nos landing zones pour nos usages et se poser toutes les bonnes questions et ne pas en oublier. C'est assez bien fait et l'avantage c'est qu'on voit à la fois la partie organisation mais aussi la partie technique parce qu'on nous propose déjà tout simplement un premier socle AKS à déployer prêt. Pour un POC, ça peut être très simple. On vous remet aussi en partage les REX qu'on a cités pendant le webinaire. Le premier, le REX de Microsoft et de la SNCF sur leur usine logicielle, sur leur adoption de Kubernetes, avec des sujets assez intéressants justement sur l'aspect FinOps de mémoire, parce que justement, ils ont démontré qu'ils étaient capables de réduire les coûts de leur infrastructure en mutualisant un maximum d'applications dessus, bien évidemment. Et le cas Michelet est intéressant parce que justement, eux ont fait le choix d'être totalement cloud agnostique et de construire leur plateforme Kubernetes eux-mêmes et de la gérer et de l'héberger. Donc, deux chemins. On en aura certainement d'autres à partager prochainement. D'ici là, je vous souhaite déjà bonne lecture déjà. Et pour finir, avant de nous quitter, un dernier petit sondage sur votre ressenti sur ce webinaire. Est-ce que ça vous a aidé, vous, à mieux comprendre Kubernetes? Est-ce qu'on a atteint notre objectif? Visiblement, la réponse est pour l'instant oui. Et visiblement, vous êtes intéressé par continuer votre aventure dans Kubernetes, ce qui est plutôt une bonne chose. Donc, on vous a aussi convaincu. Investiguer, c'est déjà, il faut savoir pour quel usage on veut poser du Kubernetes. Si on n'a pas cette réponse,
la plateforme, choisir une plateforme ne s'aidera pas. Il faut déjà savoir si déjà on a le workload qui s'y prête et les usages qui s'y prêtent. Donc, merci d'être présent jusque-là. Pour les participants, le webinaire était enregistré et sera mis à disposition très rapidement. Vous serez informé par mail. Le livre blanc est disponible déjà depuis hier. Grand merci à tous ceux qui ont participé à ce mot du conteneur, Stanislas, Guillaume et tous les autres Célenzans qui m'ont aidé à le préparer. C'est un travail de longue haleine et je les remercie pour tout le travail qu'ils ont effectué pendant ces presque 3 mois sur le sujet. Grand merci à vous et pour certains, bonne pause déjeuner parce qu'on les a un peu retardés, je pense. Merci, à bientôt. Merci beaucoup à vous.